L'Afrique du Sud, pays au paysage spectaculaire, traversée depuis longtemps par de profondes inégalités politiques et économiques. De quoi faire l'histoire à chaque bulletin de nouvelles le soir, pendant longtemps, trop longtemps. Dès la période coloniale, sous domination britannique, le pouvoir se concentre entre les mains de la minorité blanche. La ségrégation structure déjà la société, sans toutefois être encore formalisée dans un système juridique et politique cohérent. En 1948, cette réalité s'aggrave. Le Parti national, dominé par les Afrikaners, descendants des colons européens, accède au pouvoir et transforme la ségrégation existante en une politique d'État officiellement codifiée. On la nommera l'apartheid. Une opposition s'organise. Parmi ceux qui refusent l'ordre imposé, un avocat se distingue peu à peu. Nelson Mandela. Formé à l'université de Fort Hare, il s'engage au sein de l'African National Congress pour défendre les droits politiques de la majorité noire sud-africaine. Le 21 mars 1960, à Sharpeville, la police tire sur une foule désarmée venue protester. Résultat, 69 morts. Face à un régime qui criminalise toute opposition, Mandela change de tactique. Il s'engage dans une lutte clandestine fondée sur des actions de sabotage ciblant les infrastructures de l'État. L'objectif n'est pas de semer la terreur, mais de contraindre le régime à reconnaître qu'aucune stabilité durable n'est possible sans changement politique. En 1962, Mandela est arrêté. 2 ans plus tard, un procès scelle son sort, la prison à perpétuité pour sabotage et complot contre l'État. Il a alors 46 ans. Mandela passera 27 ans en détention, dont 18 sur Robben Island, une île-prison battue par les vents au large du Cap. Il y vit dans une cellule étroite, soumis au travail forcé et à un isolement constant. Lorsqu'on circule à même la dite prison, on sent tout de suite l'étouffement, on sent la solitude, on sent une certaine forme de panique aussi, claustrophobie. On sent l'injustice également. Dans les années 80, le régime sud-africain est de plus en plus isolé. Les sanctions internationales s'intensifient, l'économie est sous pression et le pays s'enfonce dans une impasse politique. Face à cette situation, des contacts secrets s'engagent entre le pouvoir et l'ANC. Depuis sa cellule, Mandela devient un interlocuteur central dans les négociations informelles, perçu comme un partenaire capable d'éviter l'effondrement du pays. En 1990, le président de Klerk ordonne sa libération et les principales lois de l'apartheid commencent à être démantelées l'une après l'autre. En 1994, l'Afrique du Sud organise ses premières élections multiraciales. Nelson Mandela est élu président avec plus de 62% des voix. Le pays sort ainsi de décennies de violence, mais reste profondément divisé, au bord de l'affrontement généralisé. Le nouveau pouvoir fait un choix déterminant, d'assurer une nouvelle paix. C'est ainsi que, plutôt que des procès massifs susceptibles d'embraser le pays de nouvelle manière, le gouvernement met plutôt en place la commission Vérité et Réconciliation, présidée par le grand Desmond Tutu. L'objectif n'est pas judiciaire au sens strict. Il s'agit plutôt de faire émerger la vérité, de reconnaître les crimes de l'apartheid, d'entendre les victimes et surtout d'éviter une guerre civile. Vous me permettrez maintenant, dû à mon amour des animaux, un bref aparté sur ceux-ci. L'Afrique du Sud est en effet l'un des pays les plus engagés du continent en matière de protection de la faune sauvage. Elle abrite près de 20 parcs nationaux, gérés par South African National Parks, ainsi que de nombreuses réserves provinciales et privées. Cette biodiversité exceptionnelle comprend des espèces parmi les plus menacées au monde, rhinocéros, éléphants, lions, guépards et le manchot du Cap. Depuis les années 2000, le pays fait face à une intensification du braconnage, notamment lié au commerce illégal de cornes de rhinocéros et d'ivoire. En 2010 et 2020, plus de 8000 rhinos ont été tués en Afrique du Sud, malgré les dispositifs de protection existants. Face à cette pression,
l'État renforce son cadre juridique et opérationnel. Des unités anti-braconnage armées sont déployées dans les zones sensibles. De nombreux centres de conservation et refuges accueillent aujourd'hui des animaux blessés, orphelins ou issus de la captivité illégale. Leur objectif est double, assurer la survie des espèces et permettre leur retour dans des milieux protégés. Cette politique soulève aussi des débats profonds, car le cœur du problème est historique. Sous la colonisation puis l'apartheid, les populations noires ont été déplacées de force, privées de terres agricoles et reléguées dans les homelands, pauvres et surpeuplés. Plusieurs parcs nationaux emblématiques ont été créés sur des territoires dont les communautés ont été expulsées, parfois au nom même de la conservation. Aujourd'hui encore, ces héritages pèsent lourd sur la gestion des espaces protégés. L'accès aux terres, le partage des revenus, le rôle du tourisme et la place des communautés locales restent des enjeux sensibles. Protéger les animaux en Afrique du Sud, c'est non pas seulement sauver des espèces, c'est aussi composer avec une histoire de dépossession, de mémoire et de justice inachevée. 30 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste marquée par des inégalités profondes. La terre en est un exemple parmi d'autres. Environ 72% des terres agricoles privées demeurent concentrées entre les mains d'une minorité blanche qui représente environ 7% de la population. Lourd héritage du passé. Ces déséquilibres se retrouvent aussi dans l'accès à l'emploi, l'éducation et aux services publics. Il rappelle que la victoire politique de 1994 n'a pas suffi à réparer toutes les fractures. Mandela a ouvert la voie de la paix, et beaucoup, évidemment, reste encore à faire.